Alors, ce livre que j'ai intitulé, pour faire simple, Un âge amer, qui est repris d'une citation de Chateaubriand, c'est un livre que j'ai mis beaucoup de temps à écrire et qui est plutôt né de mes recherches comme historien, de mon travail quotidien comme conservateur et peut-être de la confrontation entre ces deux facettes de mon quotidien. Déjà comme historien, je lis forcément les travaux d'autres historiens, notamment des historiens du XIXe siècle. Je pense par exemple à Thiers et son histoire du consulat et l'Empire, à Alphonse de Lamartine. Donc ce sont des historiens que je lis beaucoup. Je lis également, comme tous les historiens du XIXe siècle, des mémoires, des journaux, des souvenirs, donc des textes en général plutôt écrits postérieurement avec un témoin qui se souvient. J'avais été frappé en lisant au cours de mes différentes recherches des mémoires, de voir des renvois très fréquents à des historiens, donc un ancien ministre de Napoléon par exemple, qui fait allusion au travail d'un historien, donc visiblement il a lu, et j'avais été frappé de voir dans l'autre sens, souvent des historiens évoquer dans des notes de bas de page des conversations avec des témoins. Je pense par exemple à Capfig, qui est un grand historien de l'Empire et de la Restauration, qui mentionne régulièrement en note de bas de page comme source ces conversations avec des témoins. Donc ça m'a montré qu'il y avait des échanges entre les deux, ce qui est assez logique quand on y réfléchit, puisque beaucoup d'historiens de la Révolution et de l'Empire, les premiers historiens sont nés en réalité à la toute fin du XVIIIe siècle ou sous Napoléon, donc ils sont tout jeunes, que les derniers témoins du Premier Empire, ils meurent sous Napoléon III. Donc il y a quand même plusieurs décennies de cohabitation. Donc ça c'est le premier point, et ensuite le second point, c'est que comme conservateur, en classant des fonds d'archives, j'ai découvert beaucoup de documents qui montraient ce type de relation entre des témoins et des historiens. Ça peut être des correspondances, ça peut être des notes dans des journaux intimes, ça peut être des notes critiques. J'ai par exemple utilisé je parlais de Capfig tout à l'heure, qui est un historien, je me suis beaucoup servi des notes de Prosper de Barante, qui était un préfet sous l'Empire et qui annote les travaux de Capfig en disant ça ne s'est pas passé comme ça, j'y étais, en fait l'empereur a dit ça. C'était très intéressant de voir ce type de notes critiques. Et donc, d'où l'idée d'écrire un livre qui réunirait un peu ces deux facettes de mon activité, donc à la fois historien et conservateur, et de travailler sur ces relations en essayant de les documenter, donc en retrouvant des fonds d'archives et en dépouillant la bibliographie le plus possible pour essayer d'aller le plus loin dans l'identification éventuellement de réseaux d'historiens qui essayaient de solliciter certains témoins, ou au contraire de réseaux de témoins qui essayent de solliciter, voire d'influencer certains historiens. Et là, sans entrer dans le détail, je donne simplement juste un exemple, qui est l'école autour de l'ancien ministre de Napoléon, qui est Hugues Bernard Marais, qui est un ancien ministre très attaché, très admiratif, qui a une interprétation sur la fin de l'Empire, sur la chute de Napoléon, qui est que Napoléon a chuté à cause de causes extérieures, c'est-à-dire principalement la trahison de certains de ses proches, comme Talleyrand, comme Fouché, et pas en raison de fautes que Napoléon aurait commises. Donc c'est une interprétation qui est très partiale, mais on retrouve à la fois chez Marais et dans l'entourage de Marais différents personnages qui ont connu Napoléon, qui ont servi l'Empire et qui essayent ensuite, dans les années qui suivent, d'influencer des historiens, en commençant par exemple par Thiers, ou je pense également à un historien comme Bignon, qui est un des premiers grands historiens de la diplomatie sous l'Empire. Donc on voit là très nettement des témoins qui essayent d'influencer, et ça finit ensuite par se transmettre, quand on fait un peu d'historiographie, de génération d'historiens en génération d'historiens, on a des biais d'interprétation, on a des citations, on a des jugements qui se perpétuent, parfois on en a même presque perdu la source, et on se rend compte en réalité, si on creuse, que la source, c'est un témoin de l'Empire qui joue un double jeu, soit parce qu'il veut se donner le beau rôle face à la postérité, soit parce qu'il veut faire passer ses idées pour les générations futures. Donc c'est un peu une sorte de décortiquage de l'histoire de la Révolution et de l'Empire. C'est un travail qu'en réalité on pourrait passer encore des décennies. Donc j'ai terminé la recherche, j'ai publié ce livre, mais c'est un travail qui est sans fin. Mais je pense que c'est un bon moyen aussi de donner des bases méthodologiques pour essayer d'approcher avec plus de prudence les travaux des historiens du XIXe siècle, regarder peut-être d'une autre façon
Les écrits des mémorialistes également essayaient de comprendre donc, qu'il y avait des liens entre les deux et que les choses ne sont pas si simples. Il n'y a pas une seule catégorie de sources qui seraient les mémoires ou les travaux des historiens. Il y a plutôt un mélange entre les deux. Il y a une troisième catégorie de sources qui est presque une source un peu grise, qui sont les papiers d'historiens ou les archives éventuellement de témoins, mais qui témoignent de ces échanges entre témoins et historiens. Et là, il y a beaucoup de fonds d'archives que l'on peut repérer, qui sont conservés à la BNF, aux archives nationales ou dans des bibliothèques, des services d'archives en province. Et on trouve vraiment des traces d'échanges, de liens, parfois suivis pendant des années. Et ça nous fournit également des sources assez neuves quand même sur la Révolution, sur l'Empire, parce qu'on a des témoignages qui sont parfois très longs, qui n'ont pas été publiés, qui sont quand même des témoignages par des personnages souvent de premier plan. Donc il faut les critiquer, il faut les approcher avec prudence, mais c'est quand même fascinant de pouvoir se dire qu'en creusant un petit peu, on peut trouver des textes, des lettres, par exemple de Talleyrand ou de certains proches de l'empereur, de certains généraux d'Empire, de certains maréchaux, des textes, des conversations qui ne sont pas du tout connus et qui viennent quand même nous donner des détails qu'on ne connaissait absolument pas sur cette période. Alors la sélection que j'ai faite, elle peut paraître un petit peu arbitraire, mais j'ai commencé par dépouiller l'intégralité du catalogue de la BNF et j'ai regardé tous les ouvrages à contenu polémique, c'est-à-dire tous les ouvrages qui ciblaient des travaux d'historiens. Et ça faisait déjà un corpus de plusieurs centaines de brochures, certaines de 2-3 pages, mais parfois d'autres qui faisaient 100, 150, 200 pages, donc de textes polémiques qui visent les historiens. Donc ça m'a fourni un premier corpus. Ensuite, le second corpus, ça a été de plutôt revenir aux archives et de regarder quels étaient les historiens qui fréquentaient des témoins, quels étaient les témoins qui réclamaient de rencontrer des historiens, et également quels étaient les historiens qui n'avaient pas de contact, qui ne voulaient pas en avoir, ou qui, pour des raisons politiques en général, se voyaient refuser l'accès à certains témoins. Et en réalité, ça fait quand même un échantillonnage qui est très large. J'ai peut-être oublié certains historiens un peu secondaires, mais quand on secoue le cocotier, pour parler un peu familièrement, on se rend compte que quasiment tous les historiens sont touchés par ce phénomène, et peut-être pas tous les mémorialistes, mais en tout cas tous les grands mémorialistes, c'est-à-dire tous les très grands serviteurs de l'État, du niveau des ministres, des maréchaux et même des généraux d'Empire. On va dire, ils sont quasiment tous concernés par le phénomène. Et c'est la même chose pour les témoins de la Révolution. Tous ceux qui ont occupé des fonctions parlementaires, par exemple, tous les conventionnels qui ont voté la mort de Louis XVI, qui sont encore vivants sous la Restauration, tous sont touchés par ce phénomène. Donc c'est un phénomène qui ne laisse personne indifférent à l'époque. Et donc en fait, la sélection que j'ai retenue est assez large. La seule vraie limite en réalité, c'est que je ne suis pas non plus les chaînes d'historiens jusqu'à nos jours. Donc je m'arrête en 1870, c'est-à-dire à peu près au moment où les derniers témoins qui ont joué un rôle lors de la bataille de Waterloo, qui est vraiment le terminus de ma chronologie, donc les derniers témoins disparaissent autour de 1870, donc je m'arrête là, je ne poursuis pas l'enquête sur la façon dont l'influence des témoins se fait sentir sur des historiens de 2e, 3e, 4e génération, ce serait m'emmener trop loin. Et puis, c'est surtout ça, je pense, la principale limite. Ça me semblait vraiment important de ne pas me laisser entraîner, de fournir quelque chose de fini au lecteur. Alors, je pense que c'est plutôt un livre qui est destiné à un public d'historiens confirmés. C'est un mémoire d'habilitation à diriger des recherches, donc c'est quand même quelque chose, normalement, j'espère, d'un bon niveau, donc je ne le recommanderais pas à des étudiants de première année de licence. C'est plutôt pour des chercheurs confirmés qui travaillent sur le 19e siècle et qui s'intéressent à ces questions de critique des sources, de confrontation entre les différentes catégories de témoignages, manuscrits, imprimés, de la façon dont on peut éventuellement regarder différemment les sources et également d'un point de vue méthodologique. Donc on peut se servir tout simplement des moteurs de recherche, des bibliothèques numériques pour essayer de retrouver des phénomènes de plagiat ou de recopie de certains passages, de certaines lettres, de certains témoins qui se retrouvent ensuite transcrites telles quelles chez des historiens mais sans citation de la source. Donc là on sent vraiment l'influence de certains passages qui vont être recopiés mais avec une déformation minime. Donc des phénomènes là aussi de transmission, d'inspiration que l'on
peut maintenant, avec la recherche plein texte, identifier assez facilement. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais par exemple en utilisant le moteur de recherche de Gallica, on peut chercher des expressions de certains mémorialistes. Ça peut être des expressions très célèbres, hein. Napoléon qui dit « quel roman que ma vie », on trouve tout de suite que c'est dans le mémorial de Sainte-Hélène. Parfois il y a des citations un peu plus longues, un peu plus alambiquées, et quand on creuse, on finit par retrouver la source originale, et parfois on est très surpris, on imagine que c'est une citation de Napoléon, en réalité pas du tout, c'est une citation d'un historien qui invente un dialogue ou qui paraphrase notre dialogue, et la vraie citation, ça n'est pas ça. Donc c'est aussi une façon d'essayer de revenir au plus près de l'événement, au plus près de la source, et de gommer les interprétations et les déformations, de ne pas les écarter bien sûr parce que ça fait partie de l'épaisseur historiographique, mais d'essayer quand même d'être au plus proche de l'événement.